On dit souvent qu'il existe des endroits où les murs eux-mêmes ont une mémoire, des lieux marqués par tant de douleur et de silence que le temps n'ose pas vraiment les effacer. Ridgeway State Hospital faisait partie de cela. Je m'appelle Jack, mon métier c'est de démolir. Je dirige une petite entreprise de démolition basée à Fort Rich. 3 camions, 5 hommes et un calendrier si serré qu'il grince à chaque page qu'on tourne. C'est un boulot dur, bruyant, poussiéreux, mais il m'a toujours nourri. Mon credo est simple. Vous me payez, je détruis. Pas de questions, pas de morale, pas de fioritures. Je suis celui à qui on confie les chantiers dont personne ne veut. Ceux qui puent la moisissure, qui suentent l'amiante, qui croulent sous des montagnes de paperasse ou qui réveillent les fantômes administratifs de 30 ans de négligence. Moi, ça ne m'a jamais freiné. J'ai bâti ma réputation là-dessus. Et c'est précisément ce qui m'a conduit à accepter le contrat le plus étrange de ma carrière. Ridgeway State Hospital. Une carcasse de briques rouges figée à la lisière de la ville depuis les années 1930. Fermé en 1987, jamais réhabilité, jamais vendu, jamais même squatté longtemps. Les gamins du coin s'y défiaient parfois, entrant par bravade avant de s'enfuir en jurant avoir entendu des bruits bizarres. Mais la plupart des habitants préféraient l'ignorer. L'hôpital s'était effacé de la vie du village, relégué à l'état de tache sombre au bout d'une route qu'on évite de prendre. Pourtant, un matin, le conseil municipal a décidé de mettre fin à cette ombre. On parlait d'un projet de parc civique ou peut-être d'une station de traitement des eaux, selon l'élu auquel vous posiez la question. Moi, je n'en avais rien à faire. L'important, c'était le contrat, un chantier financé par la ville, validé par l'État et une prime de 30 000 $ si nous terminions avant la date limite. 30 000 $ pour un mois de travail, de quoi payer mes gars, combler mes retards et surtout assurer l'hiver qui s'annonçait. Je n'avais pas le droit de laisser passer une telle chance. Dès la première visite des lieux, j'ai senti que ce job ne serait pas comme les autres. Nous descendions dans les entrailles de l'hôpital lors du repérage. J'avais les pleurs roulées sous un bras, une lampe torche dans l'autre. Harris, le représentant municipal, marchait devant moi en marmonnant des chiffres et des avertissements liés à l'amiante. C'était un petit homme sec, trop pressé pour ne marquer les détails. Mais moi, j'avais l'œil. Ridgeway avait l'odeur des vieilles institutions psychiatriques, un mélange d'humidité, de poussière et de quelque chose de plus métallique. Comme si les murs transpiraient encore les échos d'anciennes séances d'électrochoc. C'est dans le sous-sol que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Un couloir scellé par un mur de briques grossièrement monté, mal jointé, sans la moindre étiquette ni trace de travaux officiels. Sur mes plans, il était indiqué « Archive B », une aile prévue dans la conception initiale, mais effacée du présent. D'après les plans, ça devrait être un espace de stockage, j'ai dit en tapotant la feuille. Ça a été muré il y a 20 ans, répondit Harris sans même la ralentir. Pas de dossier, pas d'inspection, pas d'autorisation. La ville considère que ça n'existe pas. Je l'ai fixé, intrigué. Pourquoi ne pas l'ouvrir ? Il a haussé les épaules. Si on l'éclaire, on déclenche un enfer bureaucratique. Expertise environnementale, patrimoine historique, urbanisme. 4 à 6 semaines de blacage. Résultat, adieu la prime. Il griffonna une note rapide sur son carnet. Marquez-le inaccessible et passez à autre chose. J'ai hoché la tête, mais je n'ai pu m'empêcher de rester un instant face à ce mur. Les briques semblaient étant en temps, mais pas assez pour dater de l'époque de la construction. Quelqu'un avait voulu cacher cette partie du bâtiment. Pas avec soin, mais avec hâte, comme si l'important n'était pas de réparer ou de fermer, mais d'enfermer. Je savais que je devrais l'ignorer, que toucher à ce mur, c'était mettre en péril la prime, le calendrier, la confiance de mes gars. Mais quelque chose au fond de moi s'est accroché à cette vision. Un mur dressé là où il n'aurait jamais dû être, un couloir oublié, une porte close qui appelait à être ouverte. Et tandis que Harris continuait sa visite en énumérant ses consignes, je sentais déjà une décision se former dans mon esprit. Tôt ou tard, je reviendrai seul, et ce mur, je le ferai tomber. La démolition commencera dans un silence pesant. Comme toujours, nous procédions du haut vers le bas. Retirer la toiture, arracher les tuiles, faire tomber les cloisons légères avant de nous attaquer au mur porteur. Les premiers jours, tout se passa presque normalement. Les marteaux-piqueurs résonnaient, les seaux de gravats s'accumulaient et mes gars suivaient mon rythme infernal. Mais quelque chose, dans l'air de Ridgeway, semblait ralentir leur élan. C'était imperceptible au début. Un tournevis posé dans une pièce se retrouvait dans une autre. Un niveau à bulles disparu refaisait surface quelques heures plus tard ou mauvais étage. Des câbles d'alimentation se débranchèrent sans raison, alors même que les générateurs tournaient parfaitement. Je mettais ça sur le compte de la fatigue. Quand on travaille 15 heures par jour dans la poussière, on oublie des détails. Mais mes gars, eux,
commençaient à murmurer entre eux. Puis, il y eut les bruits. Toujours dans les couloirs que nous venions de vider, comme si les pas rayonnaient dans nos propres traces, toujours en décalage, comme un écho en retard. Un après-midi, Karl, l'un de mes ouvriers les plus expérimentés, m'appela par radio. Sa voix tremblait. « Patron, il y a quelqu'un qui m'appelle par mon nom dans les conduits d'aération. » Je me suis précipité. Les bouches d'aération étaient pleines de poussière accumulée depuis 30 ans, certaines obstruées par des nids d'oiseaux fossilisés. Impossible que le moindre souffle d'air fasse passer une voix. Karl jurait pour tout qu'il avait entendu un murmure distinct, qu'il avait appelé. Je ne pouvais pas laisser la peur miner l'équipe. Alors j'ai menti. J'ai parlé d'un effet d'écho, d'une illusion auditive. J'ai fait mine de plaisanter, de tourner ça en ridicule. Mais au fond, je n'étais pas rassuré. Le vrai choc, ce fut avec Manny. Manny était mon meilleur élément. Ex-militaire, solide comme un roc, toujours concentré. Il avait servi dans des zones de guerre. Autant dire qu'un vieux bâtiment ne devait pas l'impressionner. Pourtant, ce matin-là, je l'ai trouvé dans le sous-sol, planté devant le fameux mur scellé. Il ne m'avait pas entendu arriver. Ses yeux fixaient les briques avec une intensité étrange, comme s'il attendait quelque chose. « Manny ?» J'ai appelé. Il ne réagit pas. Je dus répéter plus fort. Il se retourna enfin, le visage blême, les pupilles dilatées. « Je pars, Jack. » J'ai cru qu'il plaisantait. Mais non. Il a posé ses outils, a enfilé sa veste et a pris la direction de la sortie. Avant de franchir le portail, il s'est arrêté une dernière fois et a dit d'une voix basse et sèche « Elle ne veut pas partir. » Et il s'en est allé. Comme ça, sans demander son dû, sans un regard en arrière. Je n'ai pas cherché à comprendre, je n'avais pas le luxe de perdre du temps. Nous étions déjà en retard sur le calendrier et je refusais de voir s'envoler ces 30 000 $. Alors j'ai pris 16 heures, j'ai multiplié les tâches, dormant à peine 4 heures par nuit pour compenser. Mais plus je m'épuisais, plus une idée revenait, obsédante. Ce mur dans le sous-sol. Comme une dent pourrie que la langue ne cesse de chercher. Et quand je finissais par m'endormir, mes rêves me ramenaient toujours là-bas. Un couloir long, interminable, bordé de chaises vides, tourné vers un mur blanc. Sauf qu'au fond, dans l'ombre, une chaise n'était pas vraiment vide. Quelqu'un, ou quelque chose, était assis là. Invisible, mais palpable. Je pouvais le sentir. Chaque nuit, le rêve devenait plus réel. Chaque matin, le mur semblait m'attendre. Et ce n'était que le début. Petite parenthèse pour vous, spectateurs de Nuits d'horreur. Si vous sentez déjà ce frisson qui monte, si vous aimez ces histoires où la peur s'infiltre lentement dans chaque recoin, pensez à vous abonner dès maintenant à la chaîne. Cela vous permettra de ne rien manquer des prochaines descentes dans l'obscurité et, croyez-moi, ce n'est que le début. Le mur ne me quittait plus. Quoi que je fasse, à chaque coup de masse donné sur les étages supérieurs, à chaque benne de gravats qu'on vidait dehors, son image revenait. Ces briques grossières, montées trop vite, me hantaient comme une énigme à laquelle il fallait répondre. J'essayais de me convaincre que ce n'était rien. Un simple couloir condamné, une annexe sans intérêt. Mais une voix sourde, nichée au plus profond de moi, répétait « Ce n'est pas scellé pour rien ». Et plus je tentais de l'ignorer, plus elle s'imposait. Les rêves se multipliaient. Toujours le même décor. Ce long couloir aux murs blancs, ces chaises alignées face à un vide impénétrable, et cette présence, au fond, assise sur une chaise, invisible mais lourde, comme si elle me fixait sans relâche. Je me réveillais trempé de sueur, le souffle court, persuadé que si je me rendormais, je la verrais de plus près. 3 nuits de suite, le même cauchemar. 3 nuits plus à repousser l'inévitable. Puis un soir,
Après que l'équipe eut quitté le chantier, j'ai pris ma décision. Je ne pouvais plus attendre. Je me suis inventé une excuse, resté un peu plus tard pour vérifier les rapports, préparer les documents pour Harris, le nouveau représentant de la ville. La vérité, c'est que je voulais être seul. Seul avec ce mur, loin des regards de mes ouvriers. Je suis descendu dans le sous-sol. Chaque pas résonnait dans l'obscurité, comme si le bâtiment entier retenait son souffle. L'air s'épaississait à mesure que je m'approchais de l'aile condamnée. Une odeur âcre, lourde, d'humidité stagnante et de métal rouillé emplissait mes poumons. Le mur m'attendait, immobile, massif. Je l'ai marqué à la craie, calé ma scie à béton et ajusté mon masque respiratoire. Le moteur a rugi, brisant le silence. La lame a attaqué la pierre. À chaque entaille, la poussière se levait en volutes âcres qui piquaient les yeux et irritaient la gorge malgré le filtre. J'avais l'impression que la pièce elle-même protestait, comme si les murs vibraient sous l'assaut. La tâche dura bien plus longtemps que prévu. Les briques étaient scellées d'un mortier épais, industriel, appliqué grossièrement, mais avec une force délibérée. Pas du travail de maçon, non, plutôt celui de quelqu'un qui voulait enfermer vite, fort et définitivement. Plus j'avançais, plus je sentais un poids peser sur ma nuque, comme si quelque chose, derrière, m'écoutait. Finalement, j'ai donné les derniers coups de masse. Les briques ont cédé d'un bloc, s'écroulant dans un fracas étouffé. Un souffle d'air chaud s'est échappé du couloir noir, chargé d'une odeur chimique, métallique, qui m'a fait reculer d'instinct. J'ai pointé ma lampe torche à l'intérieur. Ce que j'ai vu m'a glacé. Le couloir était intact. Pas de moisissure, pas de dégâts d'eau, plus une trace de poussière, comme si le temps n'avait pas franchi cette barrière. Les carreaux au sol luisaient encore, usés mais propres, et les murs portaient ce verre institutionnel délavé, typique des hôpitaux des années 50. J'ai avancé, mes bottes laissant des empreintes nettes sur le carrelage. C'était impossible. Dans tout le reste du bâtiment, chaque pas soulevait un nuage de poussière, chaque surface portait la marque de décennies d'abandon. Ici, tout était préservé. Au bout du couloir, une porte capitonnée. Je l'ai poussée. Les gonds gémirent doucement, comme si quelqu'un, de l'autre côté, m'attendait. La pièce à l'intérieur ressemblait à une cellule d'isolement. Les murs bordouillés jaunis, un vieux chariot médical avec des sangles de cuir craquelé, un matelas affaissé en son centre, et au-dessus d'un petit bureau scellé au mur, un miroir frissonné qui reflétait mon visage en 1000 éclats déformés. Et sur le sol, un cercle gravé profondément dans le carrelage. Des lignes irrégulières, taillées à la hâte, peut-être avec des ongles, peut-être avec un objet pointu. Chaque entaille vibrait d'une étrangeté inexplicable, une sensation de vertige qui me tirait vers le centre, comme une gravité invisible. À côté, une chaise métallique rouillée. Dessus, un vieux carnet de cuir craquelé. Je l'ai ouvert. Les premières pages étaient tapées à la machine, des observations cliniques froides, des rations alimentaires, des états de crise, des dosages de sédatifs. Mais à la fin, une note manuscrite. Elle disait « Ne la déplacez pas, ne l'observez pas, ne prononcez pas son nom. » Je sentis un frisson me traverser l'échine. Au dos du carnet, griffé dans le cuir à coups répétés, un nom apparaissait, rageusement répété, encore et encore. Et en levant la tête, je le vis inscrit partout, sur les parois bordouillées, sur les sangles du matelas, sur les coussins lacérés, des dizaines, des centaines de fois toujours le même nom. Je ne le prononçai pas, mais je le lus. Et au moment où mes yeux s'y accrochèrent, la température de la pièce chuta brutalement. Mon souffle devint visible. Le chariot grinça derrière moi. Je n'étais plus seul. Je n'osais pas bouger. La lampe torche tremblait dans ma main, son faisceau instable courant sur les murs capitonnés. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait réveiller toute la bâtisse. Je ne voulais pas regarder derrière moi. Et pourtant, le chariot avait bel et bien grincé. Pas comme un meuble qui cède sous son propre poids, mais comme s'il avait été déplacé, comme si quelqu'un avait tiré sur les sangles de cuir usées. Mon regard retomba sur le cercle gravé dans le sol. Les entailles semblaient palpiter sous la lumière,
comme si elles respiraient à leur rythme, aspirant l'air autour d'elles. J'eus le vertige. Mes jambes me poussèrent malgré moi à m'approcher, attiré par cette gravité invisible. Je m'arrêtai juste au bord du cercle. Une bouffée glaciale me parcourut la poitrine. Et dans ce silence étouffant, je crus entendre un souffle, derrière mon oreille gauche. Je tournai brusquement la tête. Rien. Seulement le miroir fissuré accroché au mur, renvoyant mon reflet en 1000 morceaux brisés. Mais quelque chose clochait. Mon reflet ne tremblait pas. Moi, si. Je reculai d'un pas. Mes bottes grincèrent sur le carrelage. Dans le miroir, mon image sembla rester figée une fraction de seconde de trop avant de m'imiter. Une sueur glaciale me coula dans le dos. Je sortis précipitamment du cercle et refermai le carnet en claquant la couverture de cuir. Le bruit résonna dans la cellule comme un coup de tonnerre. Un murmure s'éleva alors, faible, presque un soupir. Je ne comprenais pas les mots, mais je savais qu'ils étaient dirigés vers moi. Je fis un pas en arrière, puis un autre, jusqu'à heurter le chambrangle de la porte. Je n'avais qu'une envie, fuir, mais mes yeux restaient accrochés au miroir. Dans l'angle supérieur, juste derrière mon reflet, une silhouette floue se dessinait, longue, pâle, immobile. Je ne respirais plus, et lentement, très lentement, la fissure centrale du miroir s'élargit, une craquelure neuve qui venait de naître sous mes yeux, glissa en toile d'araignée à travers le verre. Le miroir grinça comme une plaie qu'on ouvre. Alors j'ai couru. Je me suis jeté hors de la cellule, le cœur prêt à exploser. Je n'ai repris mon souffle qu'une fois arrivé dans le couloir. La lampe tremblait tellement dans ma main que je dus l'éteindre. Tout était redevenu silencieux, trop silencieux. Je suis remonté à la surface sans me retourner, mes bottes cognant les marches de pierre comme un marteau de juge. Une fois dehors, j'ai verrouillé toutes les portes, tiré les chaînes, et je n'ai pas arrêté de marcher jusqu'à mon camion. Mes mains tremblaient sur le volant. J'avais l'impression que si je restais immobile une seconde de plus, quelque chose grimperait du sous-sol pour me rejoindre. Cette nuit-là, j'ai décidé de refermer ce que j'avais ouvert. Au petit matin, je suis revenu seul. J'ai cloué des planches épaisses sur l'entrée, vissé chaque plaque jusqu'à en avoir les doigts meurtris. Puis, j'ai inscrit en lettres capitales au marqueur rouge « Asbestos, ne pas enlever ». Un mensonge. Une barrière dérisoire, mais c'était tout ce que je pouvais faire. J'ai dit à mes gars que nous avions trouvé une zone trop dangereuse, bourrée d'isolants obsolètes. Je leur ai assuré que la ville voulait qu'on l'ignore et qu'on avance ailleurs. Ils m'ont cru. La plupart ignoraient même que ce couloir existait. Je pensais que ce mensonge suffirait à contenir ce que j'avais réveillé. Mais Ridgway n'avait pas dit son dernier mot. Au début, j'ai voulu croire que tout irait bien, que refermer ce que j'avais ouvert suffirait. Mais Ridgway n'était pas un lieu qu'on pouvait tromper avec quelques planches et un coup de peinture. Dès le lendemain, le chantier bascula dans une succession d'accidents absurdes. Un matin, l'une des pelleteuses heurta un conduit de gaz qui n'existait sur aucun plan. La machine, pourtant arrêtée quelques secondes plus tôt, avait brusquement avancé, comme poussée par une main invisible. La fuite fut colmatée, mais 2 jours de retard s'ajoutèrent au calendrier. Puis ce fut Nate, notre soudeur. Son chalumeau cracha une flamme instable, imprévisible, qui ricocha sur son gant avant de lui brûler sévèrement l'avant-bras. Il n'avait rien dit, aucun cri, seulement ce regard figé, cette expression vide, comme s'il savait que l'accident n'était pas un accident. Dans l'ambulance, il me lança un seul mot, à peine audible. Elle. Je ne lui ai jamais demandé d'explication. À chaque nouvel incident, je m'efforçais de garder la face. Je parlais de vieux câblages défectueux, de matériaux instables, de malchance. Mais au fond, je savais que ce n'était pas Lazare. Le soir, je revoyais ce nom gravé partout. Je l'entendais presque dans mes propres murs, chuchoter à travers les conduits d'aération de ma maison, comme un souffle humide et froid. Puis il y aurait Reggie, l'un de mes plus anciens gars, toujours fiable, toujours précis. En haut d'un échafaudage, il lâcha une poutrelle d'essier. Pas parce qu'il avait glissé, pas parce qu'il avait mal serré ses doigts. Ses mains s'étaient crispées toutes seules, comme paralysées. Je l'ai retenu de justesse avant qu'il ne tombe à son tour. Ses poignets enflaient déjà,
les os tordus. « Ce n'était pas moi !» répétait-il, les yeux fous. « Quelque chose m'a serri, quelque chose m'a pris la main !» C'était la goutte de trop. À midi, mes hommes ont rangé leurs outils. Pas un mot, pas de dispute. Juste cette décision collective, muette, d'abandonner. Ils ont quitté le chantier en silence, leur regard fuyant, certains le dos voûté comme des condamnés. Je ne les ai pas retenus. Je me suis retrouvé seul au milieu de cet hôpital éventré. Et plus je restais, plus je sentais l'édifice respirer autour de moi. Les murs semblaient pulser d'une vie sourde. Comme si Ridgway refusait de mourir, comme si quelque chose, tapi dans ses entrailles, se nourrissait de notre travail. Il ne restait que quelques jours avant l'inspection finale. La prime me glissait déjà entre les doigts. Et si je perdais ce contrat, c'était plus qu'un bonus que je le sais filer. C'était la survie de mon entreprise, le toit au-dessus de ma tête, et même la possibilité de revoir ma fille sans honte dans les yeux. Alors j'ai pris ma décision. Je reviendrai seul. Je finirai ce que j'avais commencé. Cette nuit-là, j'ai ramené des projecteurs portables, des gants renforcés, une masse et un pied de biche. Le chantier désert résonnait du vent qui sifflait dans les carcasses de murs. Je me suis dirigé vers le sous-sol, vers le couloir que j'avais barricadé. Les planches étaient toujours là, noircies par la poussière, l'inscription asbestos à moitié effacée. Je les ai démontées une à une, les vis grinçaient comme des os qu'on arrache de leurs articulations. Derrière, l'air avait changé, plus lourd, plus froid, un souffle lent qui me glaçait la nuque. Et tandis que je restais figé devant ce passage béant, une certitude s'imposa. Je n'étais pas en train de forcer l'entrée. C'est elle qui m'invitait à revenir. Je suis resté longtemps devant le couloir ouvert. Le faisceau de ma lampe découpait l'obscurité, mais au-delà, l'air semblait absorber la lumière comme un gouffre. J'avais l'impression de me tenir au bord d'un abîme. Pourtant, j'ai avancé. À mesure que je descendais, le silence changeait. Ce n'était plus une absence de bruit, mais une texture, une densité, comme si chaque pas dérangeait quelque chose d'endormi. L'odeur d'antiseptique persistait, mélangée à une note sucrée et écœurante, semblable à un fruit pourri oublié trop longtemps. Je longeais les chambres aux portes entr'ouvertes. À l'intérieur, des lits de contention vides, des sangles décousues, des murs griffés. Je m'attendais à voir surgir une silhouette dans chaque recoin, mais il n'y avait rien. Rien, sauf cette sensation qu'on m'accompagnait. Puis vint le son, un pleur, d'abord ténu, étouffé, comme si les murs eux-mêmes se lamentaient, puis plus clair, des sanglots étouffés d'une voix féminine, une plainte irrégulière ponctuée de respirations brisées. Je m'arrêtais glacé. Le bruit venait de la cellule au bout du couloir, celle que j'avais ouverte. Le chariot était toujours là, ses sangles ballantes. Le cercle pourtant semblait différent, plus effacé qu'avant, comme si on l'avait gratté, presque détruit. Et le miroir, une nouvelle fissure serpentait à travers, fraîche, encore humide de poussière. J'ai ressenti un vertige, comme si la pièce se déformait autour de moi. Chaque respiration m'oppressait davantage. Et c'est alors que je l'ai compris. Ce nom, celui que j'avais vu gravé partout, il n'était pas écrit pour l'appeler, mais pour la contenir. Si je le prononçais, je rompais le sceau. Mon esprit hurlait de fuir, mais ma gorge, comme étranglée, se mit à chuchoter. Une fois, puis deux. Le nom franchit mes lèvres comme s'il m'avait été arraché. Le silence recula brutalement, happé par un vide invisible. Et elle est venue. Pas un bruit, pas une forme tangible, mais une présence. La pression dans l'air augmenta jusqu'à m'écraser la poitrine. Le chariot grinça, les sangles claquèrent toutes seules. Le matelas s'enfonça comme sous un poids invisible. Et, dans le miroir, mon reflet n'était plus seul. Un visage se dessina derrière le mien, blême,
creux. Ses lèvres bougeaient, répétant le nom que je venais de profaner. Je sentais sa chaleur glaciale contre ma nuque. J'osais à peine respirer. Si vous regardez cette histoire sur Nuit d'horreur, c'est le moment de vous abonner, parce que ce que vous venez d'entendre n'est pas la fin, c'est le commencement. Chaque abonné devient un témoin de plus, une présence de plus dans ces récits où la frontière entre le réel et l'invisible se déchire. Alors cliquez et rejoignez-nous dans l'ombre. Je voulus reculer, mais mes jambes étaient lourdes, ancrées dans le sol. Le miroir vibrait, prêt à éclater. Derrière moi, le souffle s'intensifia, humide, tout près de mon oreille. Puis une main invisible me frôla l'épaule. Et j'ai compris, ce n'était pas un appel, c'était une permission. C'était une permission. Le reste est flou. Je me souviens d'avoir senti cette main invisible sur mon épaule, de l'air devenu si dense qu'il me comprimait les poumons comme une presse, puis plus rien. Quand j'ai rouvert les yeux, la lumière du jour me brûlait, le ciel était gris, filtré par des nuages laiteux. J'étais allongé sur une civière, sanglé, un masque à oxygène collé au visage. Autour de moi, des voix lointaines s'agitaient. Déshydratation sévère, pulsations instables. Il a eu de la chance qu'on l'ait retrouvé. Une silhouette se pencha au-dessus de moi. Une femme en uniforme, les traits tirés. Vous m'entendez? Vous êtes vivant, ne bougez pas. Ma gorge était sèche, mes lèvres fendillées. Je parvins à murmurer « Combien de temps ?» Elle échangea un regard avec son collègue avant de répondre « 3 jours. Vous êtes resté là-dedans 3 jours. » 3 jours. Mon cerveau refusa d'y croire. Pour moi, il ne s'était écoulé qu'1 heure, 2 au maximum. On m'expliqua qu'on m'avait retrouvé dans le sous-sol, derrière un passage effondré. D'après eux, la structure avait cédé, condamnant le couloir. Personne ne savait que j'étais resté coincé jusqu'à ce que le représentant de la ville remarque mon absence au pointage. Ils avaient dû percer un autre accès pour me sortir. Je n'osais pas contredire. Comment leur dire que le mur n'avait pas cédé, mais s'était refermé? À l'hôpital, on me garda sous observation. Pourtant, je n'avais que quelques égratignures, rien de grave. Pas la moindre fracture, aucune marque sérieuse, sauf une fine entaille sur mon poignet gauche. Je n'avais aucun souvenir de sa cause. Le lendemain, je fus autorisé à sortir. Dans le parking, j'allumai mon téléphone. 27 appels manqués, plusieurs messages vocaux. L'un d'eux venait du représentant de la ville. « Ne vous inquiétez pas pour la prime. La date limite sera repoussée. Reposez-vous, nous avons engagé une nouvelle équipe pour terminer. Les frais seront couverts par la municipalité. » Je restais figé, le téléphone serré dans ma main. Une nouvelle équipe. Ils allaient continuer le chantier. J'aurais dû me sentir soulagé, ma prime était assurée, mes dettes couvertes. Pourtant, au fond de moi, une peur plus sourde s'installait. Je dormis presque 2 jours entiers, un sommeil lourd et sans rêve. Quand je me réveillais, un email officiel m'attendait. Nettoyage terminé, site déclaré sûr, aucune anomalie structurelle, inspection validée, travaux de démolition complétés sans incident, photographie en pièces jointes. J'ouvris les images. Le couloir que j'avais découvert apparaissait en clair, fissuré et poussiéreux, banal. La cellule, photographiée sous plusieurs angles, ne montrait rien d'autre qu'un espace délabré, abandonné depuis des décennies. Le cercle sur le sol, à peine visible comme effacé. Le miroir, toujours fendu mais immobile. Tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais ressenti semblait n'avoir jamais existé. Je sentis un rire nerveux m'échapper, court, sec, étranglé, un rire qui n'avait rien d'une délivrance. Car si le chantier avait été mené à son terme sans le moindre incident, alors pourquoi moi, je continuais à sentir sa présence? J'aurais dû tourner la page? J'aurais dû me dire que tout cela n'était que le fruit d'un épuisement nerveux, de 3 jours perdus dans l'obscurité, de la peur qui déforme la réalité. C'est ce que les photos semblaient me crier. Un simple sous-sol, une pièce délabrée, des murs fissurés comme partout ailleurs. Et pourtant, rien ne pouvait effacer ce que j'avais vu, ce que j'avais senti.
Je restais des heures devant l'écran à faire défiler les clichés fournis par la mairie. Chaque image semblait banale, neutre. Mais plus je les observais, plus je ressentais une lourdeur dans l'air, comme si chaque pixel contenait un souffle invisible. Puis je m'arrêtai sur une photo, celle de la cellule prise depuis le couloir. Le miroir apparaissait en arrière-plan. Vide. Rien que mon imagination, pensais-je. Mais quelque chose au plus profond de mon instinct hurlait que ce vide n'était pas naturel. Je zoomais, pixel après pixel, cherchant une silhouette, un détail, un indice. Rien. Absolument rien. Pourtant, je savais qu'elle était là, comme si l'absence même était sa signature. Je me redressai, la gorge serrée. Et c'est alors que je le ressentis. Pas à l'écran. Derrière moi. Ma maison était plongée dans le silence. Un silence différent de d'habitude. Pas celui de la nuit paisible, mais un silence qui attend, qui écoute. Je frissonnais. La pièce était plus froide qu'elle ne l'aurait dû. Une brise imperceptible effleurait ma peau. Mon cœur accéléra. Je ne voulais pas tourner la tête, mais mes yeux glissèrent d'eux-mêmes vers le coin de la pièce. Il n'y avait rien. Et pourtant, j'étais observé. Je refermai brusquement l'ordinateur, mais le silence resta. Plus lourd encore, comme si le fait de fermer l'écran n'avait fait que l'emprisonner avec moi. Alors je compris. Si les ouvriers de la nouvelle équipe n'avaient rien vu, c'est parce qu'il n'y avait plus rien à voir là-bas. Parce qu'elle n'y était plus. Elle était avec moi. Et depuis ce soir-là, je sais que je ne suis jamais seul. Chaque nuit, je sens son souffle se glisser dans mes rêves. Chaque matin, je retrouve cette morsure glaciale sur ma nuque. Et parfois, dans le miroir de ma salle de bain, mon reflet tarde une fraction de seconde avant de me suivre. Si vous êtes encore là à lire ces lignes, souvenez-vous, certains murs ne sont pas construits pour séparer les pièces, mais pour enfermer ce qui n'aurait jamais dû sortir. Et si vous voulez continuer à plonger dans ces récits où la peur ne s'arrête pas à la dernière phrase, alors abonnez-vous à Nuit d'horreur, car chaque nouvelle histoire est une porte, et certaines ne devraient peut-être jamais être ouvertes.